15 acteurs célèbres disparus après des erreurs médicales, voici des histoires réelles où une simple consultation a basculé en drame. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des secrets longtemps enfouis, des décisions incomprises et des zones d'ombre que personne n'aurait imaginées. Restez jusqu'à la fin, une révélation vous attend. Numéro 1, Matthew Perry. Le 28 octobre 2023, les premières informations officielles confirment que l'acteur, encore associé pour des millions de personnes à son rôle culte, a perdu la vie après une complication liée à un traitement médical qu'il suivait depuis plusieurs mois. Le rapport médico-légal indique une présence de kétamine à un taux équivalent à une anesthésie générale, une donnée surprenante puisque la dernière séance thérapeutique, réalisée sous supervision médicale, remontait à plus d'une semaine avant les faits. Les spécialistes parlent d'un écart difficile à expliquer, et cette incohérence devient le centre de toutes les questions. Le jour où son corps est retrouvé, aucune trace d'ingestion récente n'est identifiée, ce qui ajoute encore plus de mystère autour des circonstances. Les enquêteurs soulignent que les effets toxiques de la substance peuvent survenir rapidement si la concentration dépasse certains seuils, mais ils rappellent aussi qu'un protocole clinique encadré ne conduit normalement jamais à une telle accumulation. La question de la surveillance médicale revient alors au premier plan. Les experts se demandent si toutes les informations avaient été correctement partagées entre les praticiens impliqués, car un traitement de ce type exige un suivi précis, une évaluation constante et une connaissance détaillée des antécédents du patient. L'acteur avait déjà mentionné dans plusieurs entretiens qu'il utilisait ce protocole pour soulager certaines difficultés psychologiques persistantes. Les séances se déroulaient généralement dans un cadre contrôlé, avec dosage limité et observation post-traitement. Le fait qu'un taux si élevé soit découvert après son décès laisse donc planer un doute. Les organismes chargés de l'enquête médico-légale rappellent que seule une mauvaise compréhension du protocole ou une interaction non anticipée pourrait expliquer une telle dérive. La presse met aussi en avant un autre point délicat: les traitements innovants, même prometteurs, peuvent présenter des risques réels lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'une vigilance absolue. Les médecins interrogés insistent sur l'importance d'un équilibre entre bénéfices et risques, surtout dans les thérapies nécessitant des substances puissantes. Dans le cas de Matthew Perry, la communauté médicale souligne qu'un suivi étroit aurait dû permettre d'identifier tout signe anormal avant qu'il ne soit trop tard. Pour beaucoup de fans en France comme ailleurs, cette disparition soulève encore aujourd'hui un sentiment de perte mêlé à une incompréhension profonde. L'histoire rappelle que la médecine moderne, malgré ses avancées, exige toujours transparence, coordination et prudence absolue pour éviter que la moindre faille ne devienne un drame irréversible. Numéro 2, Michel Blanc. Le 10 février 2012, lors d'un examen destiné à préciser un bilan de santé déjà planifié depuis plusieurs semaines, l'acteur reçoit une injection de produits de contraste iodé afin de permettre une imagerie plus nette. Quelques instants après l'injection, des signes de malaise soudain apparaissent, d'abord discrets, puis de plus en plus alarmants. Les soignants tentent immédiatement de le stabiliser, mais la réaction devient fulgurante. Le tableau correspond à un choc allergique sévère, une situation rare mais connue en milieu hospitalier. Les équipes médicales suivent le protocole d'urgence, administrent les traitements nécessaires et tentent de rétablir sa respiration ainsi que la circulation sanguine. Malgré tous les efforts, l'évolution reste défavorable et l'acteur perd la vie dans l'unité de soins, laissant les proches en état de stupeur face à la rapidité de l'événement. Les spécialistes interrogés après le drame rappellent qu'un produit de contraste iodé peut déclencher des réactions imprévisibles même chez des patients n'ayant jamais présenté d'allergie connue auparavant. Les médecins précisent que ces réactions surviennent en général dans les premières minutes, ce qui justifie la présence d'un personnel formé et d'un chariot d'urgence à proximité immédiate. Dans ce cas précis, la question de la prévention se pose, car un interrogatoire médical complet, réalisé avant l'examen, a pour but de repérer toute sensibilité antérieure ou tout médicament susceptible d'augmenter le risque de réaction. Les documents de suivi indiquent que l'acteur n'avait pas signalé d'antécédents particuliers, ce qui rend l'épisode encore plus difficile à anticiper. Les experts soulignent toutefois que certaines hypersensibilités n'apparaissent qu'au moment de l'exposition. La presse française insiste sur le caractère brutal de cette disparition, survenue lors d'un acte considéré comme courant pour des milliers de patients chaque jour. Ce contraste entre la banalité apparente de la procédure et sa conséquence dramatique a contribué à ouvrir un débat national sur la sécurité des examens radiologiques. Plusieurs associations de patients
ont réaffirmé l'importance d'une information détaillée avant toute injection, expliquant clairement les risques et les signes qui doivent alerter les soignants comme le patient lui-même. Les professionnels rappellent que la vigilance dans les premières minutes constitue un élément essentiel de la prévention et qu'un suivi rapproché doit être systématique. Cette histoire laisse dans la mémoire collective l'image d'un artiste apprécié, victime d'une complication médicale rare mais redoutée. Le public continue de se demander comment une simple étape de diagnostic a pu se transformer en drame en si peu de temps. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de situation médicale imprévisible. Numéro 3. Bill Paxton. Le 25 février 2017, l'acteur décède à la suite de complications apparues quelques jours après une intervention cardiaque planifiée depuis longtemps. Les médecins avaient diagnostiqué une anomalie de l'aorte ainsi qu'un problème valvulaire nécessitant une chirurgie délicate. L'opération se déroule dans un établissement spécialisé, avec une équipe expérimentée et un protocole précis. Les premières heures semblent encourageantes, mais, au fil des jours, des signes de faiblesse apparaissent. L'état général se dégrade soudainement à cause d'un accident vasculaire lié à la période post-opératoire, un risque déjà mentionné par les spécialistes, mais rarement observé dans une telle intensité. Malgré les efforts de réanimation, l'évolution devient rapidement irréversible. Les experts médicaux interrogés par la presse soulignent qu'une intervention sur l'aorte, même réalisée dans les meilleures conditions, comporte toujours des risques importants. Les tissus affaiblis, la fragilité de la paroi aortique et la nécessité de manipulations précises peuvent favoriser l'apparition de complications dans les heures ou les jours qui suivent. Les rapports évoquent aussi la possibilité que certains paramètres post-opératoires n'aient pas évolué comme prévu, rendant l'accident difficile à prévenir. Les médecins insistent que chaque patient réagit différemment à ce type de chirurgie et que même une surveillance attentive ne peut éliminer totalement les imprévus. La disparition de Bill Paxton provoque une onde de choc dans le monde du cinéma et parmi le public français, qui connaissait l'acteur grâce à des films très populaires. Les médias se font l'écho d'une interrogation plus large sur le suivi hospitalier après les chirurgies complexes. Plusieurs spécialistes rappellent qu'un deuxième avis est souvent recommandé avant toute opération majeure, car il permet de confirmer la stratégie thérapeutique ou d'en proposer une alternative moins risquée. Les associations de familles de patients insistent aussi sur l'importance d'expliquer clairement aux proches les signes d'alerte qui doivent être signalés rapidement au personnel soignant. Les documents officiels publiés après le drame mettent en évidence un ensemble de facteurs, parmi lesquels la difficulté technique de l'intervention, la fragilité cardiaque préalable et la survenue d'un accident vasculaire imprévisible. Ce cumul de circonstances rend toute analyse définitive délicate, mais il rappelle que la médecine, même très avancée, garde une part d'incertitude. La trajectoire de Bill Paxton devient ainsi un exemple douloureux de la complexité des soins chirurgicaux modernes, où la compétence des équipes ne suffit pas toujours à éviter l'issue la plus redoutée. Numéro 4. Joan Rivers. Le 4 septembre 2014, l'animatrice se trouve dans un centre médical new-yorkais pour une exploration de la gorge destinée à comprendre des troubles de la voix. L'examen prévu doit être bref, réalisé sous sédation légère, avec un retour à domicile le jour même. Quelques minutes après le début de la procédure, des difficultés respiratoires apparaissent, le taux d'oxygène baisse de manière brutale et le rythme cardiaque devient instable. Le personnel tente d'assurer la ventilation et de rétablir une respiration efficace. Les manœuvres de secours se poursuivent tandis qu'elle est transférée vers un hôpital disposant d'une unité de soins intensifs. Malgré la prise en charge, elle reste dans un état critique jusqu'à son décès quelques jours plus tard. Les documents rendus publics après l'enquête administrative détaillent plusieurs éléments préoccupants. Les spécialistes soulignent que la procédure réalisée semble avoir dépassé le cadre initialement prévu dans le consentement signé. Le rapport indique aussi que le niveau de surveillance pendant la sédation n'aurait pas été conforme aux exigences recommandées pour ce type d'examen, notamment en ce qui concerne l'évaluation continue de la respiration et de la saturation en oxygène. Les experts précisent que dans une exploration des voies aériennes supérieures, la moindre obstruction peut entraîner un manque d'air extrêmement rapide, ce qui nécessite un personnel formé, du matériel prêt à l'emploi et une réactivité immédiate. Les médecins ayant analysé l'affaire expliquent que l'anatomie de la gorge peut réagir de manière imprévisible, surtout lorsque l'examen implique le passage d'instruments près des cordes vocales. Une sédation insuffisamment contrôlée peut accentuer le risque de relâchement musculaire et donc d'obstruction.
Il rappelle qu'une surveillance rigoureuse, avec mesure en continu des paramètres vitaux, constitue la pierre angulaire de la sécurité dans ce type d'acte. L'enquête souligne également un manque de coordination entre les praticiens présents, un point que les autorités sanitaires considèrent comme essentiel dans la prévention des complications. La presse française met en avant la dimension choquante d'un drame survenu lors d'un examen considéré comme simple. L'émotion est d'autant plus grande que Joan River incarnait la vivacité et l'énergie sur les plateaux télévisés et que l'intervention ne devait être qu'une vérification médicale. Cette affaire alimente un débat plus large sur la sécurité des actes ambulatoires, très fréquents aux États-Unis comme en Europe, et sur l'importance d'une préparation minutieuse avant toute procédure, même rapide. Elle rappelle que, derrière chaque geste médical, existe un équilibre fragile entre efficacité et prudence, et que la moindre faille peut transformer un examen routinier en événement tragique. Numéro 5. John Ritter. Le 11 septembre 2003, l'acteur s'effondre soudainement sur le plateau d'un studio de télévision à Los Angeles, après avoir ressenti une douleur thoracique intense. Il est immédiatement conduit dans un hôpital voisin, où les médecins suspectent un trouble cardiaque fréquent, une atteinte coronarienne, pouvant entraîner une souffrance du muscle cardiaque. Les premiers examens orientent l'équipe vers cette hypothèse, ce qui conduit à la mise en place d'un protocole habituel destiné à stabiliser la circulation sanguine. Les minutes passent et les symptômes persistent au lieu de s'atténuer. L'état général se dégrade rapidement, laissant penser que la cause réelle pourrait être différente et beaucoup plus grave. Les spécialistes consultés par les enquêteurs expliquent que les douleurs de la dissection aortique peuvent imiter celles d'un infarctus. La différence majeure réside dans l'urgence absolue de la prise en charge chirurgicale lorsque la paroi principale de l'aorte commence à se déchirer. Ce type d'accident exige une intervention immédiate pour empêcher la rupture complète du vaisseau. L'absence d'imagerie ciblée dans les premières minutes rend parfois ce diagnostic difficile, en particulier lorsque le tableau clinique ressemble à celui d'un trouble coronarien plus commun. Les experts rappellent que certains signes discrets, comme une différence de tension entre les bras ou une douleur migrante vers le dos, peuvent aider, mais qu'ils ne sont pas toujours présents. L'enquête médicale révèle que, malgré les efforts du personnel, la véritable cause de la douleur n'a été identifiée que tardivement, alors que l'état de l'acteur était déjà très critique. Les équipes tentent alors de préparer une intervention d'urgence, mais la détérioration rapide ne laisse plus le temps nécessaire pour agir. Les documents publiés par la suite soulignent que ce type d'événement reste rare mais redouté en médecine d'urgence. Les spécialistes interrogés insistent sur l'importance de considérer la dissection aortique dans tout tableau de douleur thoracique aiguë, même lorsque les signes classiques semblent pointer vers une autre cause. La disparition de John Ritter provoque une onde de choc dans le monde audiovisuel, particulièrement en France où de nombreux téléspectateurs suivent ces séries depuis de longues années. La presse souligne que cette affaire met en lumière les limites du diagnostic rapide face à des pathologies graves mais peu fréquentes. Plusieurs associations médicales profitent alors de l'émotion suscitée pour rappeler l'importance de l'imagerie thoracique en urgence dans les cas atypiques. L'histoire de l'acteur devient progressivement un exemple cité dans les milieux de formation, un rappel durable que certaines urgences exigent une vigilance accrue pour éviter qu'une erreur d'orientation initiale ne transforme un malaise soudain en issue fatale. Numéro 6. Dan Blocker. Le 13 mai 1972, l'acteur est admis dans un hôpital de Los Angeles pour une intervention destinée à traiter des troubles de la vésicule biliaire. L'opération prévue est considérée comme courante à l'époque, réalisée sous anesthésie générale, avec une durée généralement brève et un retour à la mobilité dans les jours suivants. Les chirurgiens procèdent à l'ablation de la vésicule sans difficulté apparente. Les premières heures après l'intervention semblent stables, les constantes vitales se maintiennent et l'équipe médicale surveille son réveil post-opératoire selon les protocoles alors en vigueur. Les complications apparaissent lors de la phase de récupération. Une douleur thoracique soudaine, suivie d'une détresse respiratoire, attire l'attention immédiate du personnel soignant. Les médecins identifient un tableau évocateur d'embolie pulmonaire, une obstruction d'une artère du poumon, par un caillot sanguin formé après l'opération. Ce type de complication représente l'un des risques majeurs des interventions abdominales, surtout lorsque le patient doit rester immobile pendant de longues heures. Les médecins administrent les traitements disponibles à l'époque pour dissoudre le caillot et stabiliser la fonction respiratoire, mais la situation évolue trop rapidement. Les efforts pour rétablir l'oxygénation ne parviennent pas à inverser le trouble aigu et l'acteur s'éteint à l'hôpital.
Les spécialistes expliquent que la formation de caillots sanguins après une chirurgie est favorisée par plusieurs facteurs, notamment la douleur, l'immobilité et la réaction inflammatoire naturelle du corps. Aujourd'hui, les protocoles de prévention incluent des bas de contention, des anticoagulants à faible dose et un encouragement à la mobilisation précoce. À l'époque, ces mesures n'étaient pas encore systématiques, ce qui augmentait le risque de complications silencieuses pouvant devenir fatales en quelques minutes. Les experts rappellent que l'embolie pulmonaire reste un événement difficile à anticiper sans prévention adéquate, car elle peut surgir même chez des patients sans antécédents particuliers. La disparition de Dan Blocker marque profondément le public français, habitué à le voir dans son rôle emblématique de Hoss dans la série Bonanza. Les téléspectateurs apprennent avec étonnement qu'une opération considérée comme simple peut entraîner des conséquences dramatiques. Les discussions qui suivent dans les médias soulignent l'importance de la surveillance post-opératoire rapprochée et de la prévention des thromboses. Plusieurs médecins interrogés insistent sur la nécessité de sensibiliser chaque patient aux signes évocateurs de complications, comme l'essoufflement soudain ou la douleur thoracique. L'histoire de Dan Blocker rappelle que même un geste chirurgical maîtrisé peut cacher des risques invisibles. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ces informations devraient être davantage expliquées aux patients avant toute intervention. Numéro 7. Nichelle Nichols. Le 30 juillet 2022, l'actrice s'éteint dans une structure médicale de Silver City après une période marquée par des problèmes de santé complexes liés à l'âge. Les semaines précédentes, plusieurs épisodes de malaise avaient conduit à des hospitalisations successives. Les médecins chargés de son suivi avaient relevé des signes de déclin progressif, notamment une fragilité cardiaque et des troubles neurologiques nécessitant une surveillance étroite. La prise en charge devait inclure des examens réguliers, une réévaluation des traitements, ainsi qu'une coordination précise entre les différents spécialistes impliqués. Les proches rapportent que, malgré son état fluctuant, certaines alertes n'auraient pas reçu une attention suffisante dans les premiers temps. Les documents médicaux et les témoignages recueillis après son décès évoquent plusieurs points sensibles concernant la continuité des soins. Certains observateurs soulignent que les transitions entre l'hôpital, le centre de réadaptation et la résidence spécialisée n'auraient pas toujours été accompagnées d'un transfert complet d'informations. Une telle situation peut créer des zones d'ombre importantes dans le suivi d'un patient âgé, car chaque omission, même mineure, peut retarder la détection d'un nouveau symptôme. Les experts rappellent que la prise en charge des personnes âgées fragiles nécessite une communication fluide, une évaluation cardiaque fréquente et une vigilance accrue face aux signes parfois discrets d'une insuffisance d'oxygénation ou d'un trouble circulatoire. Les analyses réalisées en interne montrent aussi que la surveillance quotidienne aurait pu être renforcée. Les variations de tension artérielle, les épisodes de confusion et les signes de faiblesse musculaire doivent être interprétés rapidement car ils peuvent annoncer une défaillance imminente. Les spécialistes interrogés par la presse expliquent que, dans ce type de situation, un ajustement immédiat des traitements, une imagerie d'urgence ou un transfert vers une unité de soins intensifs peuvent changer l'évolution clinique. Dans le cas de Nichelle Nichols, la succession rapide d'épisodes de malaise semble avoir conduit à un épuisement général que l'organisme n'a plus pu compenser. Le public français, particulièrement attaché à son rôle emblématique dans la célèbre série de science-fiction, est profondément touché par cette disparition. Les médias rappellent que sa carrière a marqué plusieurs générations et que les difficultés rencontrées lors de ces derniers mois soulignent les défis encore présents dans la prise en charge gériatrique moderne. L'histoire de Nichelle Nichols met en lumière la nécessité d'un suivi coordonné, précis et continu pour les personnes âgées présentant des pathologies multiples, afin d'éviter que des signes importants ne se perdent dans la complexité des soins quotidiens. Numéro 8. Connie Chium. Le 7 juillet 2024, l'actrice est annoncée décédée à l'hôpital Garden City de Johannesburg après une intervention médicale dont les détails précis ne sont pas encore rendus publics. Les jours précédents, elle avait été admise pour un problème de santé nécessitant une procédure dont la nature reste décrite comme technique mais non considérée initialement comme dangereuse. Les proches indiquent qu'elle était en phase de rétablissement après l'acte médical, ce qui rend la nouvelle de sa disparition d'autant plus déstabilisante. Le personnel soignant rapporte qu'au cours de la convalescence, une détérioration soudaine de ses paramètres vitaux est survenue, obligeant l'équipe à déclencher les mesures d'urgence. Les témoignages rapportés par la presse sud-africaine mentionnent une complication post-opératoire dont l'évolution aurait été rapide. Les médecins impliqués expliquent que certaines réactions imprévues, comme une infection fulgurante ou un déséquilibre métabolique, peuvent se manifester même lorsque les premières heures se sont déroulées normalement.
Les spécialistes interrogés rappellent que toute intervention, même modeste, peut déclencher des perturbations internes, en particulier lorsqu'un patient a des antécédents médicaux complexes ou une fragilité physiologique accrue. La difficulté réside dans la capacité à identifier les premiers signes d'anomalie avant qu'ils ne s'accélèrent. Les premiers éléments de l'enquête interne vont dans le sens d'une complication qui aurait nécessité une surveillance plus rapprochée durant la phase post-opératoire. Les experts médicaux soulignent que le suivi durant les 24 premières heures constitue un point critique. Les variations de fréquence cardiaque, les difficultés respiratoires, la fièvre subite ou la baisse de tension sont autant d'indices qui doivent déclencher une intervention immédiate. Dans le cas de Conichium, certains observateurs estiment que l'évolution de l'état clinique aurait pu passer inaperçue jusqu'à ce qu'elle devienne irréversible. La disparition de l'actrice provoque une réaction internationale, notamment en France où elle était très appréciée pour ses apparitions dans des productions populaires. Les hommages mettent en avant une carrière longue, riche et marquée par des rôles mémorables. La situation soulève aussi des questions sur la transparence autour des actes médicaux réalisés et sur la communication entre les établissements de santé et les familles. Plusieurs organisations rappellent que les patients et leurs proches doivent pouvoir accéder clairement aux informations concernant chaque étape d'une prise en charge médicale, afin de mieux comprendre les risques, les protocoles et les mesures de sécurité associées. L'histoire de Conichium illustre la fragilité de l'équilibre post-opératoire et démontre que même un rétablissement apparemment favorable peut cacher une complication silencieuse. Elle souligne l'importance d'un suivi constant et rigoureux pour anticiper la moindre variation susceptible d'annoncer une évolution dramatique. Numéro 9. Silvina Luna. Le 30 août 2023, l'actrice argentine meurt dans un hôpital de Buenos Aires après une longue période de complications médicales liées à une intervention esthétique réalisée plusieurs années auparavant. Les médecins confirment que son état s'était aggravé depuis le début de l'été en raison d'une insuffisance rénale devenue irréversible. Les proches expliquent qu'elle était hospitalisée depuis plusieurs semaines et placée sous assistance pour stabiliser sa fonction rénale, déjà très altérée depuis la découverte de dépôts anormaux dans son organisme. Les premiers signes graves étaient apparus après une chirurgie de remodelage corporel subie en 2011, une intervention censée être simple, mais ayant entraîné l'introduction de substances pouvant provoquer une réaction inflammatoire chronique. Les spécialistes en médecine interne décrivent un phénomène progressif au cours duquel l'organisme réagit durablement à un matériau inadéquat. Cette réaction peut provoquer un durcissement des tissus, une inflammation persistante et, dans certains cas, une atteinte rénale sévère. Dans le cas de Silvina Luna, les analyses médicales montrent que les tissus touchés présentaient des altérations importantes, ce qui a entraîné une surcharge du système rénal. Les traitements disponibles, incluant des médicaments anti-inflammatoires, des séances de dialyse répétées et des ajustements nutritionnels, n'ont pas permis d'inverser l'évolution de la maladie, seulement de la ralentir temporairement. Les experts interrogés par la presse rappellent que les interventions esthétiques utilisant des matériaux non approuvés ou mal adaptés exposent le patient à des risques graves, parfois tardifs. Les complications ne se manifestent pas toujours immédiatement. Certaines apparaissent plusieurs mois ou plusieurs années après l'opération, comme ce fut le cas dans cette affaire. Les médecins soulignent également que la détection précoce de ces réactions est délicate, car les premiers symptômes peuvent être discrets, semblables à une simple fatigue ou à une gêne musculaire. Les documents hospitaliers indiquent que, dans les mois précédant son décès, Silvina Luna avait subi plusieurs hospitalisations afin de stabiliser son état. Malgré ces efforts, les médecins constatent une aggravation progressive, marquée par une diminution persistante de la filtration rénale et une dépendance croissante aux soins intensifs. Les proches évoquent une succession de périodes d'espoir et de rechute, typiques des maladies rénales avancées provoquées par une réaction chronique. La disparition de Silvina Luna suscite une forte émotion parmi le public français, qui connaissait son parcours médiatique et les difficultés qu'elle partageait ouvertement. Son histoire met en lumière les conséquences possibles d'un acte esthétique mal encadré et rappelle l'importance d'une information claire, d'un choix éclairé du praticien et d'une vigilance prolongée lorsque des matériaux étrangers sont implantés dans le corps. Numéro 10. Aarti Agarwal. Le 6 juin 2015, l'actrice est déclarée morte dans un hôpital de l'État du New Jersey après avoir subi une intervention esthétique quelques jours auparavant. Les médecins précisent qu'elle avait été admise en urgence en raison de difficultés respiratoires sévères, apparues soudainement alors qu'elle se remettait de la procédure.
Les premiers examens réalisés à son arrivée montrent une baisse importante de l'oxygénation, un rythme cardiaque instable et des signes d'effort respiratoire intense. L'équipe médicale tente immédiatement de rétablir la ventilation et de stabiliser les fonctions vitales, mais l'évolution se révèle rapide et défavorable. Les informations partagées par les autorités de santé mettent en lumière le contexte de l'intervention initiale. L'actrice avait choisi une chirurgie de réduction graisseuse, considérée comme non essentielle, mais largement pratiquée. Les spécialistes rappellent que ce type d'opération implique une anesthésie, une manipulation des tissus et une période post-opératoire pouvant comporter des risques importants, notamment chez les patients présentant des antécédents respiratoires. Les proches d'Aarti Agarwal indiquent qu'elle souffrait d'asthme depuis plusieurs années, une condition pouvant compliquer le réveil et la récupération après une anesthésie. Les médecins interrogés par la presse expliquent que, dans certaines situations, un œdème pulmonaire ou une obstruction des voies respiratoires peut apparaître après une chirurgie, même lorsque les premières heures semblent rassurantes. Ils ajoutent que la surveillance post-opératoire doit être rigoureuse, en particulier pendant la première nuit. De légères variations respiratoires peuvent annoncer une complication plus sérieuse. Dans le cas de l'actrice, les analyses montrent qu'une détérioration progressive avait commencé avant son transfert à l'hôpital, ce qui suggère que les signes précurseurs auraient pu passer inaperçus. Les documents médicaux consultés indiquent que les équipes d'urgence ont tenté plusieurs stratégies pour soutenir la fonction pulmonaire, mais l'état d'Aarti Agarwal était déjà trop instable pour permettre une intervention plus invasive. Les spécialistes soulignent que la rapidité avec laquelle une complication respiratoire évolue peut réduire considérablement les chances de réanimation, même dans un centre équipé. La mort d'Aarti Agarwal provoque une onde de choc dans son pays d'origine, ainsi que chez les fans internationaux, y compris en France où ces films sont suivis par une partie de la communauté cinéphile. Les débats qui suivent mettent en avant la question du choix du lieu de la chirurgie, des critères de sélection des patients et de la communication entre le chirurgien et les équipes post-opératoires. Dites-moi en commentaire si vous pensez que les risques des interventions esthétiques devraient être expliqués de manière plus détaillée avant toute prise de décision. Numéro 11, Chaitanya Roy. Le 6 mai 2022, l'actrice indienne est admise dans une clinique privée de Bangalore pour une intervention esthétique annoncée comme peu invasive et réalisée en ambulatoire. Les proches expliquent qu'elle avait confié vouloir corriger de petites zones de graisse localisées et que la procédure choisie devait se dérouler sous sédation légère, avec une période de repos avant le retour à domicile. Les premières informations recueillies indiquent qu'elle se présente le matin même, signe les documents nécessaires et est conduite en salle de traitement où l'équipe commence la procédure. Les heures suivantes révèlent une évolution inattendue. Les témoins présents affirment qu'elle se serait plainte d'une gêne respiratoire progressive. Le personnel aurait administré de l'oxygène et tenté d'améliorer sa ventilation. Les spécialistes décrivent ce type de complication comme une réaction possible lorsqu'un liquide ou un tissu graisseux pénètre accidentellement dans la circulation sanguine, entraînant ce que les médecins appellent un phénomène d'embolie graisseuse. Cette situation reste rare mais redoutée, car elle peut provoquer une détresse respiratoire sévère en quelques minutes. Les documents obtenus par les autorités sanitaires après les faits mentionnent que l'état de l'actrice s'est rapidement aggravé, nécessitant un transfert immédiat vers un établissement hospitalier doté d'une unité de soins intensifs. Les rapports médicaux de l'hôpital qu'il a reçus indiquent que Chaitanya Raj est arrivé en état d'arrêt respiratoire, avec un pouls difficilement détectable et une oxygénation déjà très basse. Les équipes d'urgence ont entrepris les manœuvres de réanimation, administré des médicaments pour soutenir la fonction cardiaque et tenté de rétablir une respiration efficace. Malgré les efforts prolongés, l'évolution s'avère non réversible et le décès est prononcé dans la soirée. Les médecins précisent que lorsque l'organisme est submergé par une embolisation massive, les chances de récupération diminuent considérablement, même avec une prise en charge immédiate. Les autorités locales ouvrent alors une enquête afin de comprendre les circonstances précises de la procédure initiale. Les premiers éléments montrent que la clinique ne possédait pas toutes les autorisations nécessaires pour réaliser ce type d'acte esthétique, ce qui soulève des interrogations importantes quant à la sécurité de l'établissement. Les experts en chirurgie esthétique rappellent que certaines procédures, même présentées comme simples, comportent des risques sérieux lorsqu'elles sont réalisées dans un cadre insuffisamment équipé. Ils insistent sur l'importance de la présence d'un anesthésiste qualifié, d'un matériel de surveillance moderne
et d'une équipe formée à la gestion des urgences respiratoires. Les témoignages des proches ajoutent une dimension encore plus douloureuse. Ils affirment qu'elle avait insisté pour choisir une clinique réputée pour ses prix abordables, convaincus qu'il s'agissait d'un acte sans risque majeur. Les professionnels de santé interrogés soulignent que le manque d'informations claires ou la minimisation des risques peut conduire un patient à sous-estimer la gravité potentielle d'une intervention. Ils rappellent que toute chirurgie, même esthétique, nécessite une évaluation complète des antécédents médicaux, un contrôle strict des paramètres vitaux et une période d'observation post-opératoire suffisamment longue. La disparition de Chetana Raj provoque une vive émotion dans les médias internationaux, y compris en France, où son histoire est largement relayée pour illustrer les dangers des interventions réalisées dans des structures insuffisamment réglementées. Son cas devient rapidement un symbole des lacunes persistantes dans la surveillance des cliniques privées et de la nécessité d'une transparence totale dans le domaine de la chirurgie esthétique. L'événement rappelle de manière brutale que toute procédure, même motivée par un simple désir d'amélioration physique, implique une responsabilité médicale majeure et un devoir absolu de protection du patient. Numéro 12. Sainvon Colucci. Le 23 avril 2023, le jeune acteur canadien installé en Corée du Sud meurt dans un hôpital de Séoul après une intervention d'urgence destinée à retirer des implants mandibulaires posés plusieurs mois auparavant. Les médecins chargés de son accueil expliquent que son état était déjà critique au moment de l'admission, marqué par une infection profonde du visage, une forte fièvre et des difficultés à respirer. Les premiers examens démontrent la présence d'une infection sévère autour des implants, une situation pouvant rapidement évoluer vers une atteinte systémique lorsque les tissus du visage se trouvent envahis par des bactéries agressives. L'équipe décide alors d'intervenir en urgence pour retirer le matériel et nettoyer la zone infectée. Les proches du jeune acteur précisent que les implants avaient été posés dans le but de modifier la structure de son visage. Les médecins consultés par la presse indiquent qu'un implant mandibulaire, lorsqu'il n'est pas parfaitement adapté ou lorsqu'il provoque une réaction inflammatoire persistante, peut devenir le point de départ d'une infection grave. Il souligne que cette région du visage contient de nombreux réseaux vasculaires et nerveux, ce qui facilite la propagation rapide d'un processus infectieux. Les premiers signes, tels que la douleur, le gonflement ou la rougeur, doivent être pris en charge immédiatement. Dans le cas de Sainvon Colucci, les documents médicaux montrent que l'infection était déjà avancée au moment de la consultation, ce qui réduit considérablement les chances de succès de l'intervention. L'opération d'urgence débute quelques heures après son admission. Les chirurgiens retirent les implants, procèdent à un drainage et administrent de fortes doses d'antibiotiques. Malgré ces mesures radicales, l'évolution reste défavorable. Les médecins expliquent qu'une infection profonde du visage peut entraîner un choc inflammatoire, une chute de la tension artérielle et une atteinte des organes vitaux. Ils ajoutent que certaines bactéries présentes dans les tissus infectés peuvent résister au traitement classique, ce qui complique encore davantage la prise en charge. Les analyses réalisées après l'intervention montrent que l'infection avait déjà envahi plusieurs zones, ce qui rendait la stabilisation très difficile. Les experts interrogés par les médias soulignent que les interventions esthétiques impliquant des implants comportent toujours des risques, même lorsque la procédure semble simple. Ils rappellent que le choix du praticien, le type de matériaux utilisés et la surveillance post-opératoire jouent un rôle déterminant. Une infection peut se déclencher tardivement, parfois plusieurs mois après la pose de l'implant, surtout si le système immunitaire du patient est affaibli ou si une bactérie pénètre dans la zone implantée à la suite d'un traumatisme ou d'une inflammation chronique. Les spécialistes insistent également sur l'importance de consulter rapidement dès l'apparition du moindre symptôme inhabituel. La disparition de Sainvon Colucci crée une forte onde de choc dans les médias internationaux, notamment en France, où son histoire suscite de nombreux débats sur la sécurité des procédures esthétiques réalisées dans un contexte de pression sociale ou professionnelle. Les observateurs soulignent que l'acteur était très jeune et que ses interventions successives témoignent d'un désir profond de transformation physique. Son parcours met en lumière les enjeux liés aux implants faciaux, aux complications tardives et à la nécessité d'une information claire et complète sur les risques possibles. Son histoire rappelle que chaque décision esthétique exige une réflexion long terme, un encadrement médical rigoureux et une vigilance constante face aux signes pouvant annoncer une infection. Numéro 13. Varinder Singh Guman. Le 10 septembre 2023, l'acteur et culturiste indien est déclaré mort dans un centre médical du Pendjab
après une opération chirurgicale réalisée quelques heures plus tôt. Les autorités de santé locales confirment qu'il avait été admis pour un acte considéré comme mineur, destiné à traiter une lésion de l'épaule provoquée par des années d'entraînement intensif. Les premières informations indiquent que l'intervention s'est déroulée sans incident majeur et que le réveil post-opératoire semblait initialement stable. Les soignants rapportent toutefois qu'une faiblesse soudaine est apparue au moment où l'acteur commençait à reprendre pleinement conscience. Les médecins présents expliquent que les premiers signes de détresse cardiaque sont apparus sous la forme d'un essoufflement anormal et d'un trouble du rythme. Des analyses rapides montrent une chute progressive de la pression artérielle et une diminution de la saturation en oxygène. Ces éléments incitent immédiatement l'équipe à entreprendre des manœuvres de stabilisation. Les experts consultés ultérieurement rappellent qu'un arrêt circulatoire peut survenir de manière brutale, notamment chez les sportifs ayant une masse musculaire particulièrement élevée, car leur système cardiovasculaire est souvent soumis à un stress important. Il souligne également que certains suppléments ou traitements utilisés dans le milieu du culturisme peuvent fragiliser la fonction cardiaque, en particulier lorsque leur usage n'est pas strictement encadré. Les rapports médicaux publiés par la presse indienne révèlent que l'état de Varinder Singh Juman a rapidement évolué vers une situation critique. Les tentatives de réanimation se sont prolongées pendant plusieurs minutes, mais la réponse est restée insuffisante. Les médecins expliquent que certaines complications post-opératoires, même après une intervention simple, peuvent entraîner un effondrement de la fonction cardiaque lorsque des facteurs de risque préexistants ne sont pas identifiés à temps. Ils insistent sur l'importance d'un examen cardiologique complet avant toute chirurgie, même mineure, pour les patients présentant une musculature extrême ou des antécédents d'entraînement intensif. Les spécialistes en médecine du sport rappellent que le cœur d'un athlète de haut niveau développe des caractéristiques particulières, parfois bénéfiques, parfois problématiques. Ils expliquent que l'hypertrophie musculaire généralisée peut s'accompagner d'une adaptation cardiaque excessive, particulièrement sensible aux variations de tension ou aux effets de l'anesthésie. Dans le cas de Varinder Singh Juman, les informations collectées suggèrent qu'un déséquilibre aigu aurait pu se déclencher au moment du réveil, période durant laquelle le corps réagit fortement à la redistribution du sang et aux changements hormonaux provoqués par l'opération. La mort soudaine de l'acteur et athlète soulève de nombreuses questions dans les médias internationaux. En France, où il était connu pour ses apparitions dans plusieurs productions indiennes exportées et pour sa carrière de culturiste professionnel, les commentateurs mettent en avant le contraste entre son apparente robustesse physique et la fragilité révélée au moment de l'intervention. Plusieurs spécialistes insistent sur la nécessité de sensibiliser davantage les athlètes aux risques invisibles liés à certaines pratiques, qu'il s'agisse des charges d'entraînement, des compléments alimentaires ou des interventions médicales sous-estimées. L'histoire de Varinder Singh Juman devient un exemple marquant illustrant la manière dont un corps en apparence parfaitement entraîné peut néanmoins présenter des vulnérabilités cardiaques profondes. Elle rappelle que même une opération mineure peut entraîner une issue dramatique lorsque des facteurs physiologiques particuliers ne sont pas pris en compte avec suffisamment de précision et qu'une évaluation rigoureuse demeure indispensable pour garantir la sécurité de tout patient. Numéro 14, Freddie Prinze. Le 29 janvier 1977, l'acteur et humoriste américain est admis dans un service d'urgence de Los Angeles après plusieurs semaines de troubles psychologiques sévères et d'un traitement médicamenteux complexe destiné à apaiser son anxiété croissante. Les médecins précisent qu'il suivait depuis un certain temps une combinaison de sédatifs et de calmants prescrits pour l'aider à faire face à une période de détresse émotionnelle. Les documents médicaux rendus publics indiquent que ces traitements nécessitaient une surveillance attentive, car certaines molécules utilisées à l'époque pouvaient provoquer des effets secondaires importants, notamment une confusion accrue et des variations de l'humeur difficiles à anticiper. Les proches expliquent qu'au cours des jours précédant son admission, Freddie Prinze semblait de plus en plus fragile, oscillant entre des moments de lucidité et d'autres de profonde agitation. Les spécialistes interrogés par la suite rappellent qu'un patient recevant plusieurs médicaments psychotropes doit être évalué régulièrement afin d'adapter les doses et d'identifier les signes d'intolérance. Il souligne que les années 70 constituaient une période où la psychiatrie utilisait fréquemment des molécules dont les effets indésirables étaient mal connus, rendant certaines prises en charge particulièrement délicates. Les rapports médicaux mettent en lumière un point crucial concernant la sécurité du patient. Lors de ses consultations précédentes, l'acteur avait exprimé un malaise persistant et un sentiment d'étouffement émotionnel sans amélioration notable malgré le traitement.
Les experts en santé mentale précisent que ces signaux auraient dû entraîner une révision complète du protocole thérapeutique ainsi qu'une surveillance renforcée, idéalement dans un milieu hospitalier spécialisé. Ils rappellent qu'un suivi insuffisant peut favoriser une évolution rapide vers une perte de contrôle émotionnel, en particulier lorsque les médicaments altèrent la perception et ralentissent la capacité de jugement. Les documents judiciaires publiés des années après le drame indiquent que la famille de l'acteur a contesté la manière dont son traitement avait été supervisé. Ils affirment que la combinaison de médicaments prescrits, associée à un manque de surveillance rapprochée, aurait contribué à la dégradation rapide de son état psychologique. Plusieurs psychiatres sollicités par les médias ajoutent que, dans les cas de détresse émotionnelle intense, la communication entre les médecins, les proches et les thérapeutes doit être constante, car elle permet d'adapter le traitement aux moindres signes d'aggravation. Le décès de Freddie Prinze a provoqué un choc profond dans le monde du divertissement, notamment en France, où son talent comique et son rôle dans une série populaire avaient conquis un large public. Sa disparition a alimenté un débat important sur la gestion des traitements psychotropes et sur la nécessité d'un contrôle rigoureux lors de la prescription de médicaments ayant des effets sur le système nerveux. Les spécialistes insistent encore aujourd'hui sur le fait qu'un protocole psychiatrique exige une adaptation permanente et que la moindre variation dans le comportement du patient doit être prise en compte avec le plus grand sérieux. L'histoire de Freddie Prinze demeure un rappel poignant de la complexité des traitements liés à la santé mentale. Elle illustre combien une prise en charge insuffisamment coordonnée peut entraîner une évolution imprévisible et souligne l'importance fondamentale de la vigilance médicale dans chaque étape du suivi thérapeutique. Numéro 15, Tony Matthews. Le 20 avril 2019, l'acteur britannique est hospitalisé à Oxford pour une intervention destinée à refermer une stomie, une procédure prévue depuis plusieurs mois après une opération digestive antérieure. Les médecins expliquent que l'intervention doit permettre de rétablir le transit naturel et qu'elle nécessite une manipulation délicate des tissus internes. Le matin de l'opération, l'acteur se présente en état stable, les analyses préopératoires confirmant que son cœur et ses paramètres vitaux sont suffisamment équilibrés pour permettre l'intervention, malgré un traitement anticoagulant prescrit contre un trouble du rythme cardiaque. Les premières heures suivant l'opération semblent encourageantes. Les équipes notent un réveil lent mais cohérent, une pression artérielle correcte et une respiration régulière. Le protocole prévoit une surveillance rapprochée en raison du traitement anticoagulant, car celui-ci peut favoriser des saignements internes après une chirurgie abdominale. Au début de l'après-midi, une légère baisse de tension est observée. Les médecins renforcent alors l'hydratation et surveillent les constantes. Les documents publiés plus tard indiquent que les signes initiaux d'hémorragie interne auraient pu être discrets, presque imperceptibles dans un premier temps. En fin de journée, la situation s'aggrave brutalement. La tension chute de manière inquiétante, la respiration devient irrégulière et l'acteur se plaint d'une douleur abdominale intense. Les médecins pratiquent immédiatement des examens rapides qui révèlent des signes de saignement actif dans la cavité abdominale. L'équipe prépare une intervention d'urgence, mais l'état de l'acteur se détériore rapidement. Les spécialistes expliquent qu'en présence d'un traitement anticoagulant, même un petit vaisseau qui saigne peut provoquer en quelques heures une perte sanguine massive difficile à maîtriser. Les tentatives de stabilisation se multiplient, incluant des transfusions et des médicaments destinés à inverser l'effet de l'anticoagulant, mais la réponse de l'organisme reste insuffisante. Les rapports d'enquête publiés par les autorités locales soulignent que plusieurs facteurs se sont combinés pour rendre la complication fatale. Le premier facteur est la fragilité vasculaire fréquente chez les patients présentant un trouble du rythme. Le deuxième est la difficulté à mesurer précisément la vitesse du saignement au début de l'hémorragie. Le troisième est la rapidité avec laquelle un choc circulatoire peut apparaître chez un patient déjà affaibli par une chirurgie récente. Les experts rappellent que la gestion post-opératoire des patients sous anticoagulants exige une attention extrême et une coordination continue entre chirurgiens et cardiologues. La disparition de Tony Matthews touche profondément le public français amateur de séries britanniques classiques dans lesquelles il apparaissait régulièrement. L'histoire de ce drame médical met en lumière la complexité de certaines interventions réputées simples et l'importance cruciale d'une surveillance post-opératoire rigoureuse, surtout lorsque des médicaments sensibles comme les anticoagulants sont impliqués. Elle rappelle également la nécessité pour les patients de toujours mentionner l'ensemble de leur traitement avant une opération, même ceux qui semblent anodins. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout.
Si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. À très bientôt et portez-vous bien.